Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Pravda.ru. Je suis Alexandre Artamonov. Donc, par cette journée hivernale à Moscou, il fait moins 18, voire moins 20. Je salue donc via Skype, haute technologie oblige, Monsieur Thierry Meyssan, que je reçois à partir de Damas. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Eh bien, il se trouve qu'on se connaît de longue date et puis vous avez fait déjà vos premières armes avec nos émissions sur Pravda.ru. Avant, c'était Voix de la Russie. Et je voulais juste vous demander à vous qui êtes aux premières loges de l'actualité proche-orientale, aussi bien que l'actualité mondiale d'ailleurs, compte tenu du fait que tout se joue, tout se décide maintenant en Proche-Orient, et tout le monde le comprend d'ailleurs, que l'on soit russe, français ou américain, tout le monde ne parle que de ça. Eh bien, Adama, que pensez-vous de ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a eu un changement après l'avènement de Donald Trump, que d'aucuns ont salué un peu comme s'il était le sauveur du monde? Passez-moi cette expression. On vous écoute, Thierry. D'abord, les relations entre les États-Unis, la Russie et la Syrie ont profondément changé dans les heures qui a suivi l'inauguration de Donald Trump. Bon, nous savons, même si ça n'est pas officiel, mais tout le monde sait qu'il y a actuellement des contacts importants entre les deux armées, que déjà des opérations militaires communes ont commencé, même si c'est nié par les deux côtés, et c'est nié avec raison d'ailleurs, parce que chacun sait que le Congrès, lui, y est opposé, et que cette initiative de Donald Trump pourrait avoir des conséquences négatives sur la composition de son équipe reconnue par le Congrès après. Toujours est-il que les informations qui ont été échangées entre les trois camps ont d'ores et déjà permis de liquider le principal financier de Daesh. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que les États-Unis, enfin plutôt la Maison-Blanche, est en train de reprendre le dessus sur le reste de l'appareil d'État des États-Unis. Jusqu'à présent, il y avait deux pouvoirs aux États-Unis. En tout cas, c'était comme ça depuis 15 ans. Il y avait d'un côté un État profond qui était extrêmement impérialiste et tourné vers toute une série de guerres. Et de l'autre côté, il y a eu le président Bush et le président Obama qui faisaient semblant de croire à quelque chose, de dire on va faire ci, on va faire ça, mais jamais personne ne les obéissait en fait. Bon. Donc, ça, nous arrivons à un moment de clarification. Et peut-être si le président Trump arrive à poursuivre dans cette voie, il devrait y avoir un retour à la normale, on devrait revenir à une politique étrangère et de défense des États-Unis basée sur ses intérêts et non pas sur les fantasmes que l'on a vus depuis 15 ans. Voilà. Ça devrait permettre de retrouver des relations de courtoisie entre les différents États concernés et donc de régler le problème militaire qui est derrière, celui non seulement de Daesh, mais de l'ensemble des mouvements terroristes islamistes qui sont tous, sans exception, contrôlés jusqu'à présent par une partie de l'appareil d'État des États-Unis et par l'Arabie Saoudite. Et là, si je puis dire, m'ôter les mots un peu de la bouche, parce que je crois que qu'il y a opposition et opposition. En fait, la Russie, si donc je démêle bien les chevaux, s'est proposée à coopérer avec une partie de l'opposition syrienne, tout en rejetant une autre. Est-ce que j'ai une optique saine, Thierry, parce que vous maîtrisez à fond? Moi, je pense que les choses vont évoluer différemment, que là, les négociations qui viennent se tenir à Astana n'avaient absolument pas pour but de trouver une solution à la question syrienne, mais que ces négociations ont été organisées par la Russie pour la Turquie. Parce que chacun sait que la Turquie essaye de changer sa politique aujourd'hui. Mais le président Erdogan, c'est quand même quelqu'un d'un peu rigide et il lui est assez difficile d'expliquer pourquoi, alors que l'année dernière, il voulait massacrer le président Assad et son équipe, pourquoi, peut-être dans quelques mois, il ira lui serrer la main. Donc, il faut faire une transition. Et dans ce cadre, la Russie a organisé ces discussions à Astana qui ont permis pour la première fois, certes, une discussion entre
les groupes armés en Syrie et le gouvernement syrien, mais surtout, c'est passé inaperçu, mais c'est beaucoup plus important, une discussion entre la Turquie et la Syrie de manière officielle. Et oui, ça vraiment c'est important. C'est bien évoqué. Enfin, je veux dire, vous avez évoqué Astana, donc on voit bien que le pôle d'attraction n'est plus l'Europe occidentale, qui peut-être en pâtit un peu. En tout cas, je voulais juste vous rappeler la phrase qui a échappé au ministre de la Défense britannique, Michael Fallon, qui lors du passage du porte-avions russe amiral Kuznetsov, qui s'en retournait de la guerre, enfin, qui croisait le long de la côte syrienne et qui, à la fin de sa mission, donc regagnait un peu le bercail de la flotte nord russe. Eh bien, lorsque le navire était de passage à côté de la côte britannique, Michael Fallon a dit « c'est le navire de la honte ». C'est un peu comme ça qu'il voyait un peu le rôle de l'amiral du porte-avions, amiral Kuznetsov. Qu'en dites-vous, Thierry Meyssan? Je pense que les Britanniques sont, au moment où nous parlons, la seule grande puissance occidentale qui reste à pousser cette guerre en Syrie. C'est quelque chose pour moi de totalement incompréhensible. Hein. Les États-Unis essayent de se retirer. Tout le monde a compris qu'il va y avoir un bouleversement diplomatique. Tout le monde essaye de se retirer, sauf les Anglais. Voilà. Vraiment bizarre. Bizarre, parce qu'on ne comprend pas trop à quoi elle joue, mais il y a aussi un autre élément, enfin quelque chose de très important qui se passe à côté de la Syrie. On le sait tous parce qu'il y a Mossoul qui s'est fait attaquer par la coalition avec les États-Unis à leur tête. Et je ne sais pas, une fois de plus, quelle est votre optique de ce qui est en train de se passer à Mossoul. Parce que suite, en tout cas, c'est un peu, si vous voulez, de façon subjective que je me présente les choses, mais suite à l'opération américaine à Mossoul, il y a eu des pertes humaines et ensuite il y a eu un reflux de terroristes du côté de Palmyre, abandonné par l'armée russe oui. D'ailleurs, non? Qu'en dites-vous? On vous écoute. D'abord, ce qui se passe depuis 6 jours à Mossoul, je ne suis pas capable de le dire. Je n'ai pas de contact là, depuis quelques jours avec mes amis en Irak. Mais jusqu'au 20 janvier, l'opération des États-Unis, c'était une aimable plaisanterie, puisqu'il ne s'agissait absolument pas de détruire Daesh, il s'agissait de déplacer Daesh. C'est complètement différent. Et vous savez que au début, alors d'abord ça devait durer quelques jours, hein, ça fait 3 mois que ça dure cette histoire. Au début, les États-Unis ont envoyé des conseillers militaires qui ont proposé un plan pour prendre Mossoul, disait-il, et toute personne qui regardait ce plan était absolument stupéfaite parce que il y avait un encerclement de la ville, sauf un large passage pour que tout le monde puisse circuler. Voilà. Donc, le Premier ministre irakien a répondu, nous remercions beaucoup nos amis des États-Unis, et il a lui-même disposé ses troupes. Et alors, en disposant ses troupes selon le plan des États-Unis, il a commis une petite erreur, il a laissé les milices qui sont indépendantes de son gouvernement, il leur a laissé la partie nord de la ville à encercler, alors que les États-Unis pensaient qu'il utiliserait ces milices pour renforcer ses troupes qui feraient l'ensemble de l'encerclement. Bon, évidemment, ces milices, constatant qu'il y avait une sortie et que les gens de Daesh faisaient ce qu'ils voulaient là, au bout de quelques jours, ont bloqué cette sortie. Donc là, les États-Unis ne savaient plus quoi faire et les États-Unis ont eux-mêmes rouvert un canal qui a permis aux gens de Daesh qui étaient dans Mossoul d'attaquer Palmyre. Là, bon, quelle histoire! Une erreur russe parce que la Russie pensait que la chose était close à Mossoul et n'a pas prévu qu'il y ait ce déplacement sur Palmyre, donc tout le monde a été pris de court. Bon. Mais aujourd'hui, la position des États-Unis, elle est différente. Il y a un nouveau secrétaire à la Défense, le général Mattis, qui est quelqu'un qui, en 2003, s'était opposé à l'état profond des États-Unis. Il s'était opposé à Paul Bremer, qui était là pour piller l'Irak, si vous vous souvenez, et à ce qu'on appelait l'autorité provisoire de la coalition, qui, contrairement à ce que son appellation laisse entendre,
n'était aucunement quelque chose qui émanait de la coalition, qui ne s'est d'ailleurs jamais réunie, mais c'était quelque chose qui émanait de l'État profond des États-Unis et qui n'était pas contrôlé ni par le Pentagone ni par le secrétariat d'État. Il y a un rapport du Congrès à ce sujet très intéressant qui montre que c'est à la fois un organisme privé et un organisme public selon les moments, ça arrange ou ça n'arrange pas. Donc, Mattis était rentré en opposition contre ça. À cette époque, il s'était appuyé sur son adjoint, qui était le général Kelly, qui est maintenant le nouveau secrétaire pour la sécurité de la patrie aux États-Unis. Et il s'était appuyé également sur le directeur du renseignement militaire des États-Unis en Irak, qui à l'époque était Michael Flynn, l'actuel conseiller national de sécurité. Donc toute cette équipe s'est entièrement recomposée autour de Donald Trump. Et il est évident que cette équipe, elle est prioritairement opposée à la politique précédente d'utilisation du terrorisme islamique pour mettre le désordre et tout piller. Ça ne passera plus. Oui. Donc, forcément, il y a un changement aujourd'hui sur le terrain à Mossoul. Je ne sais pas lequel, mais forcément, il y a un changement sur le terrain. Et ce changement, ça c'est assez étonnant, passe par Brett McGurk, qui était la personne que Obama avait nommée pour contrôler la coalition anti-Daesh. Et cet homme reste en place avec M. Trump. Intéressant. Enfin, je voulais même dire passionnant, mais d'accord, Mossoul, qui se trouve en Irak, serait peut-être bientôt libéré. En tout cas, la ville est en train de se faire prendre par la coalition. Mais pour revenir à la Syrie, le problème d'Alep réglé, parce qu'en fait, disons, il n'y a plus de touristes là-bas. Le problème d'Alep est réglé, mais il est réglé sur le plan militaire. Mais au plan social, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une partie de la population d'Alep-Est, alors je ne saurais pas dire combien de personnes, hein, ça ne peut se compter qu'en milliers, ça ne dépasse pas 10 000 personnes, hein, mais il y a des gens qui étaient à Alep et qui sont atteints maintenant vraiment d'un syndrome particulier, dans la mesure où ces gens-là sont persuadés que c'était mieux avec Daesh, en fait. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm, qui ont été tenus en otage par les djihadistes pendant plus de 2 ans et qui, même s'ils souffraient énormément sous cette dictature des djihadistes, aujourd'hui, ils sont terrifiés, ils ne savent plus de quel côté ils sont. Donc, quand ils ont été recueillis par l'armée russe et remis par l'armée russe aux autorités syriennes, ils ont commencé à dire on ne vous fait pas confiance. Alors, on leur donnait de la nourriture, des médicaments, on les prenait en charge, et eux, ils disaient nous, on n'a pas confiance. C'est très étonnant, ce phénomène. Donc, je dis ça parce que la reconstruction après la libération d'Alep, ça va être quand même assez compliqué. Eh oui. Du point de vue sociétal, c'est quelque chose qui commence, parce que, après la fin de la guerre civile, ça en est une, avec quelques éléments venus de l'étranger, que ce soit, disons, l'assistance russe prêtée à Bachar el-Assad, que ce soit d'autres, d'autres corps d'armées qui sont intervenus, je pense notamment à l'Iran, c'est tout de même, ça a les allures d'une guerre civile. Maintenant, il y a la pacification qui va commencer, mais pour quel... Oui, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça n'est pas une guerre civile. Moi aussi, au début, je dis en 2011, à la fin 2011, j'ai cru qu'il y avait une guerre civile. Dans la mesure où, à ce moment-là, une grande partie de la population syrienne se préparait à accueillir les frères musulmans et l'OTAN qui allaient installer un nouveau gouvernement. Et en fait, cette attitude de la population, elle a pris fin au début de 2012. En tout cas, c'était complètement terminé quand il y a eu la première conférence de Genève, qui était une conférence entre les États-Unis et la Russie, sans la Syrie, sans personne de la Syrie. Et donc, à ce moment-là,
l'idée même qu'il pouvait y avoir une confrontation intérieure, elle avait disparu. Les gens avaient compris que tout ça, c'était organisé de l'étranger, que c'était pas dans leur intérêt. Et aujourd'hui, il y a toujours quelques combattants syriens aux côtés des djihadistes, mais si vous voulez, il y a toujours des collaborateurs dans toutes les guerres avec l'ennemi étranger. Donc, oui, il y en a quelques-uns, mais c'est pas parce qu'il y a 10 ou 100 000 personnes qui soutiennent les djihadistes que dans un pays où il y avait 23 millions d'habitants, on va dire que c'est une guerre civile. Non. Vous avez raison, Thierry, à mon sens, parce que, bon, enfin, si je dresse une sorte de parallélisme avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'armée de l'Azov qui comprenait plus d'1 million de combattants de Russes qui ont retourné leur veste, enfin, en fait, de Soviétiques, qui ont combattu du côté de Hitler. Donc, enfin, là, il faut se rendre à l'évidence. Personne ne dit que c'était une guerre civile en Union soviétique, ça aurait été ridicule. Absolument, enfin, c'était la guerre mondiale, et puis avec l'envahisseur qui voulait prendre le territoire russe. Le territoire soviétique, excusez-moi, enfin, parce qu'il ne faut pas que je fasse de confusion. Mais bon, ceci dit, il y a quelque chose que j'aimerais tout de même savoir, parce que vous, disons, voyez bien ce qui se passe, à la peste réglée, d'accord, plus ou moins du point de vue militaire. Il y a aussi le problème de Derj al-Zor qui est toujours debout, parce que je crois qu'il y a toujours des combats à Derj al-Zor. Mais bon, si jamais la ville de Derj al-Zor est prise et le contrôle étatique rétabli, est-ce qu'on pourrait en conclure que le territoire syrien national est récupéré par Bachar al-Assad, ou il resterait encore quelques pôles de résistance de la part de l'envahisseur? Qu'en dites-vous? Non, il reste la question de Idlib, qui est donc sur la façade, enfin pas exactement, mais du côté méditerranéen. Voilà. Donc là, il y a encore une grande inconnue, parce que le gouvernorat d'Idlib lui-même, pas simplement la ville, le gouvernorat est tenu par les djihadistes, que chaque fois qu'on signe un accord de réconciliation, et il y en a plus d'1 millier qui ont été signés pendant cette guerre, personne ne parle de ça, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que les gens qui étaient contre la République se sont ralliés au gouvernement. Donc, chaque fois qu'on signe un accord comme ça, les gens qui refusent cet accord, on les transporte gratuitement, on les amène à Idlib. Et ils se regroupent là-bas. Donc, combien sont-ils là-bas aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est là que se trouvent les Syriens qui sont opposés à la République. Il n'y a que à Idlib que vous les trouvez vraiment. Voilà. Mais peut-être il y a quelques dizaines de milliers de gens qui sont là. Et un jour, il faudra bien crever l'abcès, comme on dit, non? C'est un peu ça, parce que là, ils sont en train de se rassembler tous ensemble, mais à force de se rassembler, ça créera une force énorme, non? C'est un peu ça. Mais dans cet endroit-là, il n'y a pas d'autorité qui gouverne le gouvernorat d'Idlib, en fait. Puisque d'après les rapports des États-Unis, le gouvernement syrien, c'est ce qui se passe là-bas aussi, mais si on s'attache aux rapports que fournissent les États-Unis, chaque groupe armé, quand il est déplacé là-bas, crée son petit territoire à côté des autres, sans être coordonné aux autres. Et jusqu'à présent, la seule coordination qu'il y avait entre ces différents groupes était faite par des prétendues ONG occidentales qui tenaient leurs ordres du commandement du Land Command, le commandement terrestre de l'OTAN, qui est installé juste à côté, à Izmir, en Turquie. Intéressant. Donc, là, qui se passe maintenant, dans la mesure où la Russie est en train d'éloigner progressivement la Turquie de sa position initiale, la Turquie, à un moment, va fermer la frontière à Idlib. Et à ce moment-là, ces groupes vont se retrouver face à l'armée syrienne, et il faudra qu'ils se positionnent ou qu'ils meurent, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution pour eux. Et de ce point de vue, si vous voulez, vous m'ôtez les mots de la bouche, cher Thierry, parce que en fait, je voulais justement vous demander, mais comment font-ils pour survivre? Et y a-t-il un moyen de leur couper les vivres et les munitions? Alors en fait, vous avez anticipé, vous avez répondu. Oui. Tant que la frontière est ouverte, ils reçoivent tout de l'OTAN, il n'y a aucun problème. Ouais, donc ils sont logés, nourris, blanchis, amis donnés, et tout ça aux frais de l'OTAN. Et que, bon,
Absolument, absolument. Ça va peut-être s'arrêter un jour, mais enfin, il nous tarde vraiment à tous, que ce soit en Russie ou en France, de voir la fin de ce conflit sanglant. Enfin, en tout cas, l'épithète est peut-être usée, mais en tout cas, elle n'en est pas moins vraie. Parce que je crois que le peuple est en apathie. Et la toute dernière question posée, parce qu'en fait, là, je commence déjà à abuser un peu de votre temps, mais tout de même, est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir un reflux de la population syrienne partie en Europe? Vous croyez que ça ne va pas se passer comme ça? Alors, il y a effectivement un risque qui existe pour une partie de cette population. Parce qu'il faut savoir que dans ces déplacés, bon, il y a d'abord des millions de gens qui ont été déplacés à l'intérieur de la Syrie, qui ont fui les zones de combat et qui ont choisi de se réfugier jamais du côté des djihadistes et toujours du côté de la République. Hein. Ça aussi, il faut l'observer, c'est une réalité. Donc, il y a ces déplacés-là. Il y a ceux qui sont partis à l'étranger. Et au départ, il y a eu un mouvement qui a été initié par la Turquie. C'est-à-dire qu'en 2011-2012, la Turquie donnait de l'argent aux Syriens qui voulaient se replier dans leur pays, en Turquie. C'est-à-dire que l'idée des Turcs, en fait, c'était une idée un peu compliquée, mais ils disaient aux gens, écoutez, il y a des combats chez vous, venez chez nous, ça sera plus calme. Et leur idée, c'était de vider le nord de la Syrie, de sa population, d'avoir un grand nombre de Syriens chez eux en Turquie, de trier ces Syriens entre les sunnites et les non-sunnites, d'expulser les non-sunnites vers l'Union européenne, n'importe où, hein, de garder les sunnites pour peupler les zones kurdes de Turquie et d'expulser les Kurdes de Turquie vers la Syrie. C'était ça leur idée. Oh là là, c'est vraiment... Non mais, c'était un grand chambardement. Bon. Évidemment, on n'a rien dit à personne hein, quand on faisait ça. Les choses sont apparues claires avec le temps. Hein, mais les Syriens qui se sont déplacés, ils se sont au début déplacés uniquement parce qu'on leur donnait de l'argent pour aller s'installer pendant quelques mois en Turquie, et ils pensaient qu'ils rentreraient après avec les troupes de l'OTAN et les frères musulmans. Mais et puis voilà, c'est tout à fait autre chose qui s'est passé. Merci de nous avoir donc un peu mis la puce à l'oreille, en tout cas décortiquer la chose, parce que personne n'en a eu vent ici en Europe, en Russie. Alors ça... Oui, mais en Europe, personne n'a compris, parce que en Europe, personne ne sait qu'il y a eu un accord préalable entre la Turquie et la France, entre M. Davutoglu et M. Juppé à l'époque, qui prévoyait que la France aiderait la Turquie à résoudre son problème kurde sans toucher au territoire de la Turquie. C'est-à-dire que la France aiderait à expulser les Kurdes. C'était ça que ça voulait dire. Eh oui. Bon, donc, mais dur. Après cette histoire-là, la guerre se développant, il y a des gens qui ont dû fuir le pays et se précipiter vers la frontière la plus proche. Donc il y a beaucoup de gens qui sont allés en Turquie, il y en a d'autres qui sont allés au Liban et d'autres encore qui sont allés en Jordanie. En fait, il y a un très grave problème pour ceux qui sont actuellement en Jordanie. Parce que le gouvernement jordanien s'est dit, bon bah, c'est une assez bonne chose, on va récupérer les populations essentiellement nomades du sud de la Syrie. Parce que ces Bédouins vont renforcer la présence bédouine historique, celle de la famille royale en Jordanie, parce qu'actuellement en Jordanie, les 3/4 des Jordaniens ne sont pas des Jordaniens autochtones, ce sont des Palestiniens qu'on a déplacés en Jordanie déjà. Donc, voulant renforcer la population locale d'un point de vue ethnique, le gouvernement jordanien a favorisé cette implantation dans un énorme camp gigantesque en Jordanie. Mais là, les Britanniques ont installé les frères musulmans dans ce camp. Donc cette population, au bout de plusieurs années, ayant la prière quasi obligatoire et tout ça, elle devient elle-même difficile à gérer. Il faut comprendre que la seule perspective des gens qui sont depuis 4 ans dans ce camp,
c'est d'aller 3 fois par jour dans la mosquée sous une tente. Mhm. Horreur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de parfaitement horrible parce qu'on a tendance à oublier, à négliger les populations, justement. On parle surtout armée, donc défense, Oui, munitions. et on ne voit pas que les États limitrophes qui hébergent un très grand nombre de Syriens l'ont tous fait avec des intentions cachées. Pour ce qui est du Liban, la population syrienne qui est là-bas, en fait, il y a plusieurs groupes. Il y a des gens, d'abord, il y avait énormément de Syriens qui vivaient déjà au Liban, mais qui vivaient comme travailleurs immigrés, parce que les Syriens sont extrêmement travailleurs et souvent assez bien éduqués, alors que les Libanais ne sont certainement pas aussi travailleurs que les Syriens. Et c'est pas moi qui le dis, je pense que tout le monde est d'accord au Liban même. Hein. Donc, en fait, les Libanais ont eu tendance à exploiter cette main-d'œuvre depuis déjà longtemps. Mais quand il y a eu la guerre, il y a des gens qui ont amené leur famille avec eux. Il y avait beaucoup de travailleurs, mais ils ont amené leur famille avec eux au Liban. La communauté sunnite du Liban, en tout cas la famille Hariri au Liban, qui est liée à l'Arabie Saoudite, la famille Hariri a encouragé ce phénomène, comme ils avaient encouragé il y a quelques années les transferts de population palestinienne au Liban, parce que ça gonfle la population sunnite et que ça change l'équilibre intérieur du Liban. Bon, puis ils se sont trouvés dépassés parce que à l'intérieur de ces réfugiés, il y avait ils ne sont pas très nombreux, mais il y en avait qui se sont surtout installés dans la plaine de la Bekaa à Erbil, à Ersal, qui ont, eux, se sont engagés du côté des djihadistes. Et après, les Libanais se sont retrouvés avec des groupes djihadistes chez eux, à leur grande surprise. Et l'armée libanaise n'a pas eu l'autorisation de les combattre parce qu'ils étaient protégés par la famille Hariri et l'Arabie Saoudite. Bon, là, maintenant qu'il y a un nouveau président au Liban, le général Aoun, l'armée commence à entrer dans ces installations de ce groupe-là. Mais c'est extrêmement récent et c'est très difficile. Eh oui, on peut le dire, d'autant plus que Michel Aoun est un chrétien. S'il m'en souvient, j'ai eu l'immense honneur de le rencontrer, même de connaître un peu sa famille il y a plus de 20 ans de cela. Et juste après son arrivée en France, je connaissais très bien donc, ses filles. En plus, tout ça pour dire que peut-être que le Liban saurait s'en tirer, mais ce qui compte beaucoup plus pour moi, c'est un peu le sort syrien, enfin de la Syrie de Bachar el-Assad. Donc j'espère que... Alors, oui. Il faut espérer qu'une grande partie de cette population va revenir en Syrie. Mais il y a des gens qui ne pourront pas revenir. D'abord, je pense qu'une grande partie des réfugiés en Jordanie vont avoir du mal à revenir. Enfin, il leur faudra des années de nettoyage du cerveau avant de pouvoir revenir. Ensuite, bon, le groupe dont on parlait au Liban, bon, je ne sais pas combien c'est, mais peut-être plus de 100 000 personnes, peut-être 200 000 qui sont liées aux djihadistes. Est-ce qu'ils vont vouloir revenir ou pas? Je ne sais pas. Évidemment, il y en a, s'ils reviennent, ils seront arrêtés, ça c'est clair. Hein. Mais bon, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir ces gens-là. Et puis, il y a tous ceux qui, avec le temps, sont partis en Europe pour satisfaire les besoins de l'industrie allemande à la demande de Mme Merkel, tout ça ayant été très bien organisé, et il n'y a absolument rien de spontané dans cette histoire. Donc, ceux qui sont allés en Europe, ils ont commencé une vie là-bas. Donc, s'ils ont vraiment trouvé s'installer en Europe, il est peu probable qu'ils reviennent. Bon, s'ils sont toujours dans une situation instable, alors là, ils reviendront. Voilà, c'est tout dit, parce que, en fait, s'ils reviennent, tant mieux pour l'Europe, si je puis dire, mais que je plains beaucoup ces gens, parce qu'en fait, il faudrait qu'ils cassent de nouveau leur vie, qu'ils renouent avec leur passé, souvent très douloureux, et qu'ils reconstruisent des maisons qui sont maintenant en ruine. Donc, je sais très bien ce que c'est que l'immigration, et que donc là, il faudrait qu'ils fassent de nouveau, même pas donc un retour au pays, mais enfin qu'ils redeviennent immigrés, mais cette fois-ci chez eux. Enfin là, c'est oui. Donc il faut comprendre aussi que le gouvernement syrien, après la guerre,
va accueillir la totalité des Syriens qui reviendront, mais il n'ira pas les chercher parce qu'il va falloir reconstruire le pays et il ne sera pas possible immédiatement d'avoir des maisons pour tout le monde. Justement. Et peut-être ça va demander 10 ou 15 ans pour reconstruire toute la Syrie. C'est ça, ouais. Et donc, bon, enfin, on verra ça, ça va bien. demander du temps. On verra bien, d'autant plus que je me souviens que même en France, il fallait jusqu'à la fin des années 50 pour faire effacer donc un peu les traces de la guerre. Oui. Donc, et que la France, Dieu le sait, avait un peu plus de moyens par rapport à la Syrie de nos jours. Mais bon, passons. Thierry Meyssan, merci énormément de nous avoir accordé même plus que le temps prévu, parce qu'on vous sait vraiment très occupé et que vous êtes vraiment dans une position, si je puis dire, stratégique pour nous tous, vos confrères des médias russes et occidentaux. Vous êtes Zadama. Donc on espère vraiment que vous allez vous porter bien et que vous serez de nouveau des nôtres, peut-être même en chair et en os à l'occasion de votre passage à Moscou. Et on vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites, cher ami. Merci beaucoup. À très bientôt, Alexandre. Au revoir.